Les gens changent facilement de camp, selon ce qui leur permet de survivre. People change hats very easily depending on their survival. I mean, the history shows us that again and again. Je veux dire, l'histoire montre encore et encore que le roi est mort. Vive le roi. Donc je crois qu'avec des politiques précises, la plupart des gens, soit par intimidation, soit par intérêt financier, changeront de loyauté. Et il existe un mouvement d'opposition vénézuélien très bien organisé, surtout ici aux États-Unis, à Miami, et ils sont prêts à aller de l'avant. Oh mais Bolivar, croyait en la démocratie comme nous. Ils déformeront et manipuleront le message comme ils le voudront pour faire avancer leur programme. Message that they want to spin in order to push forward their agenda. So. Okay, so the best case scenario for Venezuela. D'accord. Donc le scénario le plus favorable pour le Venezuela en tant que pays serait que nous n'ayons pas de grande scission, pas d'effusion de sang, pas de guerre civile, mais que l'administration Trump commence maintenant à déverser de l'argent, essentiellement sur les élites et un peu sur le peuple, tout en gardant le reste sous silence. Et cela permettrait au moins de maintenir le Venezuela tel qu'il est, même s'il est désormais pratiquement sous un régime néocolonial. I'm not saying that there might be resistance. Je veux dire, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de résistance. Il pourrait y avoir une certaine résistance. Il pourrait y avoir des généraux qui ne jouent pas le jeu. Il pourrait y avoir des personnes farouchement loyales, des loyalistes inconditionnels de Maduro. Et les Cubains sont toujours là. Les Cubains sont à Caracas. Les Cubains constituent une base très solide du régime, car ils sont conseillés. Ils apportent un soutien moral, un soutien idéologique, des gardes du corps. Selon Trump, certaines des personnes mortes en défendant Maduro hier étaient des Cubains, apparemment des agents du renseignement cubain ou des gardes du corps le protégeant. Ils vont donc exercer des pressions. Ne lâchez pas. Continuez à vous battre. Continuez à nous soutenir, le régime cubain. Et ainsi de suite. Ce ne sera donc pas un scénario totalement fluide. Mais encore une fois, je crois qu'en raison du montant d'argent que les États-Unis vont investir dans cette affaire et de la somme qu'ils vont utiliser pour acheter des loyautés et par l'intimidation, une fois qu'ils auront déjà écarté le président, ils commenceront à s'en prendre à d'autres, le ministre de l'Intérieur, peut-être, le ministre de la Défense, peut-être, dans les semaines à venir. Et lorsque le chavisme se verra sans dirigeants, sans personne, pour les motiver à se battre, à se rebeller, à lutter, il y a de fortes chances qu'ils finissent par suivre lentement le plan de Trump. Il a dit aujourd'hui, lors de la conférence de presse, « Si vous êtes chaviste et loyal à Maduro, vous devriez avoir peur. Vous n'aurez pas un avenir radieux. » Il a donc lancé une menace directe, aujourd'hui, pendant la conférence de presse. Je pense que c'est très réel. Encore une question sur les implications plus larges. Je veux dire que ce soit un succès ou non, cela a évidemment un effet de signal énorme pour tout le monde en Amérique latine, non? Comment pensez-vous que le reste de la région va réagir? Est-ce que ce sera, vous savez, Donald Trump levant le doigt en disant « Cela peut arriver à n'importe qui, attention Brésil, attention Colombie », et tout le monde prend peur et, en gros, met fin à l'opposition, aux BRICS, et ainsi de suite. Ou bien, selon vous, cela aura l'effet inverse? Eh bien, cela a un effet dissuasif. D'accord, c'est surtout visible du côté de la coalition de gauche ou anti-américaine. Des pays comme le Nicaragua, des personnes qui s'identifient à la gauche, comme Petro en Colombie, etc. Les autres pays, évidemment, ne vont pas non plus accueillir cela favorablement. Beaucoup verront cela comme une insulte à l'indépendance et à la dignité de l'Amérique latine, et ainsi de suite. Mais il y aura toujours des gens pour s'en réjouir, comme Milei en Argentine, qui est clairement néoconservateur et très pro-américain en matière de politique étrangère. Donc, il a déjà célébré aujourd'hui. Je veux dire, il y aura des gens comme Milei qui le célébreront,
Mais la plupart des gens ne le fêteront pas, ou au minimum le verront avec prudence, beaucoup de prudence. Car c'est un message très fort et glaçant. Je veux dire, les personnes qui détestent le plus Maduro, comme les groupes de droite en Colombie, vont évidemment célébrer cela aussi, et ainsi de suite. Mais on peut voir que de nombreux gouvernements prennent déjà leur distance. Ils ne célèbrent pas cela du tout. Merci pour cette évaluation. Je pense qu'elle a été très précieuse. Ce n'est que de la pure spéculation. Mais je me demande simplement, étant donné les moyens militaires stationnés devant le Venezuela depuis des mois et les ressources utilisées pour cette opération, quel prix vous attribueriez à toute cette affaire de changement de régime? Je veux dire, c'était un changement de régime plutôt coûteux, non? On parle de milliards de dollars américains. Ou bien où situeriez-vous l'étiquette de prix? Eh bien, essentiellement à cause du coût. Principalement, il s'agissait de déplacer les moyens militaires et de les maintenir là-bas, ainsi que de toutes les dépenses liées à l'entretien des forces actives et de la marine sur place. Donc, quelque part autour d'1 milliard, peut-être un peu plus, rien que pour déplacer et maintenir tous les navires stationnés là-bas, au lieu de là où ils se trouvent habituellement. Tout ce mouvement coûte cher, peut-être 1 ou 2 milliards. Ce n'est pas si cher, je veux dire, si on compare à d'autres opérations. Si on compare aux centaines de milliards que nous dépensons en Ukraine pour maintenir la guerre par procuration contre la Russie, ce n'est rien. C'est une estimation approximative. Mais je dirais tout de même au moins quelques milliards de dollars, sans compter tout l'argent opérationnel nécessaire pour les paiements et pour convaincre les gens. Et maintenant, d'autres milliards arrivent pour investir. C'est quelque chose que Trump a dit. Il investira des milliards de dollars dans l'infrastructure pétrolière du Venezuela. Il veut extraire autant de pétrole que possible. Donc ce sera un autre gros investissement. Oui, mais ces investissements s'accompagneront de baux de 99 ans ou peut-être de baux éternels sur le pétrole du Venezuela. Encore une fois, je veux dire quelle audace de la part du Venezuela de placer son pays au-dessus du pétrole appartenant aux États-Unis. Mais laissons cela de côté. Y a-t-il autre chose que tu penses que nous n'avons pas abordé et qu'il serait important de comprendre sur la façon dont cette opération s'est déroulée? Oui, je pense qu'il est important de comprendre que cette affaire d'application de la loi, cette opération de police, cette mise en justice d'une personne, n'est qu'un écran, un petit écran. D'accord, tout cela concernait un changement de régime et la défense du dollar, le défendre en tant que monnaie dominante du commerce mondial du pétrole. C'est cela l'essentiel, la véritable motivation derrière Trump. L'idée qu'il s'agit d'une opération de police contre les stupéfiants n'est qu'un petit écran, mais c'est aussi une défense juridique. Trump peut se défendre, ainsi que son administration, de cette manière. Trump can defend himself and defend his administration. Oh, we were just executing a arrest warrant. That's it. Oh, nous ne faisions qu'exécuter un mandat d'arrêt, c'est tout. C'est un fugitif de la justice. Il s'agit d'une affaire de drogue. Donc tout cela sert simplement à se protéger. Cela lui confère une sorte d'immunité juridique, disons-le ainsi, contre d'éventuelles poursuites ultérieures, des gens pouvant juger cela illégal. Et Maduro lui-même, ses avocats disent « Eh, c'est illégal, c'est une violation du droit international. » Et cela protège aussi Trump, au cas où les démocrates prendraient le pouvoir. En novembre de cette année 2026, il y aura des élections très très importantes et cruciales pour le Congrès américain. Et si les démocrates prennent le contrôle de la Chambre ou du Sénat, Trump va avoir des ennuis, de gros ennuis. Ils essaieront sûrement de le destituer. Ils ont déjà essayé en 2018, et ils réessaieront en 2018 ou 2019.
Cela le protège. Cela le protège. Oh, il mène simplement une opération de police contre les stupéfiants. C'est donc la protection juridique dont il a besoin. C'est une manière très intelligente de présenter toute l'affaire. Même si c'est totalement faux, Frank, tout cela concerne un changement de régime. Mais c'était une manière intelligente de présenter toute l'affaire. Désolé, je n'arrête pas de dire dernière question, mais il y a beaucoup de dernières questions qui surgissent. Encore une. En 2019, Tulsi Gabbard avait déclaré publiquement que les États-Unis devaient rester en dehors du Venezuela. Tulsi Gabbard est actuellement à la tête des agences de renseignement. Donc, en théorie, elle supervise la CIA. Pensez-vous que cela a été fait avec ou sans sa connaissance ou son implication? Évidemment, elle doit être au courant. Elle doit le savoir. Mais elle a été très absente en matière de soutien public à ce sujet. Elle est restée très silencieuse. Il faut comprendre que l'ODNI, le bureau du directeur du renseignement national, dispose d'un véritable pouvoir de coordination. Il coordonne les différentes agences. En pratique, ils n'ont pas de pouvoir opérationnel. Le véritable pouvoir opérationnel reste entre les mains de la CIA. Et la CIA dispose d'une ligne de communication directe avec le président, avec le Conseil de sécurité nationale, etc. Donc l'ODNI, je ne dis pas que c'est un poste purement symbolique, mais ce n'est pas l'autorité opérationnelle, disons-le ainsi. Elle ne donne pas la directive opérationnelle. Ce rôle revient à la CIA. Je veux dire, quand je faisais de l'analyse du renseignement, je devais suivre les normes de l'ODNI pour l'analyse et je devais respecter les règles de l'ODNI pour la coordination avec toutes les différentes agences. Chaque fois que j'écrivais un rapport, je devais le coordonner avec d'autres agences, etc. Mais encore une fois, dans les opérations, c'est la CIA qui a un lien direct avec le président, un lien direct avec le conseiller à la sécurité nationale, qui, dans ce cas, est aussi Marco Rubio. Marco Rubio agit comme conseiller à la sécurité nationale. Donc, en gros, ce que je pense, c'est une spéculation de ma part. Mais ce que je crois qu'il se passe, c'est qu'elle reste silencieuse parce qu'elle n'est pas enthousiaste à propos du programme du New Yorker. Elle veut garder son poste. She wants to keep her job. She wants to be the ODNI and she wants a political... Elle veut devenir directrice du renseignement national et elle souhaite un avenir politique au sein du Parti républicain. Donc elle ne va pas contredire Trump ouvertement et elle ne va pas dire « Oh, je suis contre Trump et je pense que Trump a fait une erreur ». Je ne pense pas qu'elle fera cela, car elle sait qu'elle serait renvoyée et qu'elle aurait du mal à relancer sa carrière d'ici 2028, etc. Je pense qu'elle se contente de rester silencieuse, laissant Ratcliffe faire ce qu'il veut. La directrice de la CIA dit en gros, « Je reste dans mon domaine, tranquillement. Je vais simplement continuer à faire d'autres choses. » Et elle ne veut pas que les caméras la montrent en train de soutenir cela. Je pense qu'elle est satisfaite de rester discrète et de faire son travail sans jouer un rôle actif dans les opérations. Involvement in the operation. On peut donc dire avec une assez grande certitude que s'agissant du Venezuela, c'est la faction néoconservatrice au sein de l'administration Trump qui l'a emporté, Rubio sans aucun doute. Tandis que les non-néoconservateurs, Vance et Gabbard, sont essentiellement mis sur la touche et essayent probablement simplement de traverser cette période pour préserver leur avenir professionnel. Car tous deux sont encore assez jeunes pour avoir une carrière à venir. Tout comme Rubio a un avenir potentiel. Yes, I mean, oui, je veux dire, évidemment, ils ne contrediront pas Trump. Ou peut-être que si, comme l'a fait Vance. Vance a publié un message très discret sur Twitter. Maduro était un très mauvais type et un anarcho-terroriste. Et c'est tout. Discret. Mais il n'était pas à la conférence de presse aujourd'hui. Il ne veut pas être le visage de l'agenda new-yorkais. Il ne veut pas être le visage de l'agenda du changement de régime. Lui, je ne me souviens plus.
Vance a toujours eu des tendances paléoconservatrices qui le poussent davantage vers des politiques isolationnistes. Il a dit à plusieurs reprises, « Je me fiche de ce qui arrive à l'Ukraine. Ce qui m'importe, c'est ce qui arrive à l'Ohio. Ce qui m'importe, c'est ce qui arrive au Wisconsin. Ce qui m'importe, c'est ce qui arrive à la Pennsylvanie. » I care what happened to Wisconsin. I care what happened to Pennsylvania. That's my people. That's what I care for. C'est mon peuple. C'est ce qui m'importe. Donc, il ne veut pas être là, à diriger le changement de politique étrangère ou l'agenda new-yorkais. Rubio, au contraire, est heureux d'être le visage de l'agenda néoconservateur. Il l'a toujours été. Il va défendre un programme très néoconservateur. Et souvenez-vous, Rubio veut devenir vice-président, au moins d'ici 2028. Il va chercher à jouer un rôle très en vue dans ses actions, car il pourra ensuite présenter cela aux néoconservateurs de l'establishment républicain. Regardez, c'est moi qui ai fait ça. Je suis la force derrière tout cela. Je mérite d'être au moins vice-président. C'est donc très probablement ce qui va se passer, ce à quoi on peut s'attendre pour 2028. So that's most likely what is going to happen, what we can expect for 2028.